Bonsoir tout le monde. Je m'excuse pour le retard mis. C'est même plus un retard, ça a été un rendez-vous manqué carrément. Ça a été un rendez-vous manqué carrément. Et j'ai décidé de le faire à cette heure-là parce que j'ai eu quelques problèmes. Euh, Excusez-moi. J'ai eu quelques problèmes techniques. Je continue même avec, je vous l'ai dit, j'ai dit, je découvre petit à petit le fonctionnement du direct. Donc, vraiment, je vous excuse si euh, ça fait un peu entrecoupé à la longue, mais petit à petit, je pense qu'on va s'améliorer. En attendant qu'il y ait un peu plus de personnes, qu'on atteigne au moins 50 personnes, je vais vous jouer une chanson de Tiken Jah que j'adore et que j'aime particulièrement. Je n'ai pas de droit sur cette musique. Bonjour Didier. Non, bonsoir. C'est vrai qu'il fait encore jour chez nous ici, malgré qu'il soit à 16h. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous ceux qui sont présents en même temps que, et qui viennent petit à petit pour écouter ce énième direct. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour venir et partager avec moi. Bonjour les Chinois. Il faudra me mettre ton nom entier pour que je puisse passer. Aïe. Bonsoir, Octave, Maître Octave Marie Dablé, bonsoir. Heureux de t'avoir à l'écoute. J'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de magistrats parce que ce message, cette vidéo les a adressé particulièrement parce qu'il est temps quand même que on partage et qu'on se dise certaines vérités. Je ne suis pas très porté sur les leçons de morale parce que je n'aime pas qu'on m'en fasse, mais je crois à un certain moment, lorsque les choses deviennent graves, il faut prendre ses responsabilités et dire les choses telles qu'elles sont, dans l'espoir que ça aide chacun de nous à se reprendre et à conduire les choses vers le bon port, pas le bon port sur le plan individuel, mais le bon port de façon collective. C'est mon souhait. Je m'excuse dès à présent si mes paroles vont être assez dures pour certaines personnes. Je m'excuse dès à présent si parce que je ne vais pas marcher les mots. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise les vérités. Et c'est cette vérité-là qui va sauver notre pays. C'est cette vérité-là qui peut nous aider à éviter la guerre civile qui se profile à l'horizon et que nous constatons. C'est cette vérité-là qui doit nous permettre de réorienter, à mon sens, la justice pour que la justice ne participe pas de ce qui s'annonce, des lendemains orageux, des lendemains tristes et cauchemardesques qui s'annoncent. Voilà. Vraiment, je m'excuse et j'ai plutôt le langage direct. Je ne suis pas très diplomate.
malgré ma qualité de magistrat, je ne suis pas très diplomate. J'ai tendance à dire ce que je pense. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin en ces temps sombres. Voilà. Merci. Maintenant, nous sommes plus de 50. On peut commencer. Il s'agit d'une adresse. Il s'agit d'une adresse à la magistrature. Attendez, je vais essayer de, si je peux partager dans des groupes. Si je peux partager dans des groupes, voilà. Dans certains groupes. Excusez-moi. Je peux partager certains groupes. Bon, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Bon. Je demande à tout le monde de partager le maximum possible parce qu'il faut que le message aille le plus loin possible, que le message atteigne les confins de notre pays, tous les magistrats qui sont dans les confins de notre pays. Il faut que je demande à tout le monde de partager cette vidéo-là. Il est important de partager parce que c'est une question qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. On se rendra compte que souvent, je ne parle pas de justice en tant que telle dans mes écrits et de justice en tant qu'institution, le fonctionnement de la justice. Je ne m'en prends pas aux magistrats, j'évite de faire de ma page une affaire personnelle, une forme de, je dirais, de croisade, de moralisation à l'endroit de ma profession, mais quelquefois, je le dis et je le répète, il faut qu'on se dise certaines vérités. Parce que la vérité, c'est elle qui sauve le monde. Aujourd'hui, l'état des lieux, sur le plan judiciaire, n'est pas reluisant. L'état des lieux n'est pas reluisant parce que nous constatons, quand je dis nous constatons, je me mets au niveau du peuple, une justice partiale. Une justice qui est devenue un instrument de persécution des populations, des citoyens. Vous savez, dans certains pays d'Amérique du Sud à l'époque, d'Asie actuellement, lorsqu'on veut persécuter les citoyens, on utilise souvent les forces de défense et de sécurité, les emprisonnements arbitraires en des lieux et par des personnes qui n'ont pas le droit d'emprisonner, Mais nous, chez nous en Côte d'Ivoire, notre président de la République, il a décidé de faire, je dirais, de blanchir la persécution, de la rendre, je dirais, apparemment acceptable par la communauté internationale en passant par la justice. En effet, il faut constater que ces derniers temps, il y a un certain nombre de décisions qui défient l'entendement. Il n'y a plus de limites dans ce qui se passe et il est temps de tonner. Nous allons parler d'abord, par exemple, du procès et des décisions ubuesques. Parce qu'il y a des procès et des décisions ubuesques. Le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, pour moi, ça symbolise toute la faillite de l'institution judiciaire, toute l'immoralité de l'institution judiciaire, tout ce qu'on peut faire d'inacceptable en matière judiciaire, on le retrouve dans le cadre de ce procès-là. Voici des personnes qui étaient tranquillement entre les mains. Je dis tranquillement parce que ces personnes n'ont pas demandé à être transférées ailleurs. Elles ont été arrêtées par les juridictions ivoiriennes. Elles étaient en attente d'être jugées par des juridictions ivoiriennes, des juridictions nationales. On a décidé de les transférer à l'étranger. Certes, c'est une juridiction ivoirienne parce que pour moi, la CPI, c'est une juridiction ivoirienne dans le sens où la Côte d'Ivoire adhère au statut de la CPI et que la CPI, de ce fait, autant que la Cour africaine des droits de l'homme, autant que la Cour de justice de l'OADA, autant que la Cour de justice de la CEDEAO, la CPI fait partie des juridictions ivoiriennes, pour moi.
Mais la CPI est une juridiction particulière qui n'est pas située en Côte d'Ivoire. On a transféré ces personnes-là à la Haye, comme on aurait transféré des prisonniers au tribunal de Korogo pour un procès, comme on aurait transféré au tribunal de Daloa pour un procès. Ces personnes sont entre les mains de la justice ivoirienne. Et pendant que ces personnes sont à la Haye, on ouvre des procédures ici, en Côte d'Ivoire, on ouvre des procédures d'une moralité inacceptable parce que c'est des procédures qui partent du principe qu'ils ne sont pas entre les mains de la justice ivoirienne. C'est des procédures qui partent du principe que pour pouvoir les mener, il faut faire du faux à toutes les étapes. Mais ça ne nous gêne pas. On est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre des objectifs que nous avons eu l'occasion malheureusement de constater aujourd'hui par les radiations de la liste électorale en violation même encore en plus de la loi. On ne sait pas par quel miracle une personne qui a la haie, sans qu'on ait usé de toutes les voies, c'est-à-dire la coopération judiciaire, de l'entraide des choses judiciaire internationale, pour les entendre, pour pouvoir mener à main la procédure. Cette procédure-là passe toutes les étapes de l'instruction. Cette procédure arrive devant le tribunal criminel, devant le tribunal correctionnel. On ne sait pas par quel miracle. On les cite. J'ai lu la citation du ministre Blé Goudé. J'étais choqué parce que ça montrait que le commissaire de justice qui a fait la citation a volontairement fait du faux. On va le citer à son ancien domicile à Yopougon, en sachant qu'on l'a envoyé à la Haye. Mais ça ne gêne pas ces personnes-là. On les poursuit, on les condamne par contumace et par défaut, en sachant que c'est nous qui les avons envoyés à la Haye. Et que si elles ne sont pas là, c'est la justice ivoirienne qui en est responsable. Mais on a décidé qu'on va les juger, on va utiliser ces décisions-là et pour se servir d'armes contre ces personnes-là. La justice, ce n'est pas ça. La justice, on peut le faire avec d'autres institutions, mais pas avec la justice quand même. L'immoralité, ça suffit. L'immoralité, ça suffit. C'est la même chose avec l'affaire du premier ministre Soro-Guillaume. On l'empêche de débarquer en Côte d'Ivoire et on engage des procédures contre lui. Ensuite, on prend des décisions extraordinaires, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de mon pays, j'ai vu qu'on condamne quelqu'un pour recel. On condamne quelqu'un pour recel alors qu'il n'y a pas d'infraction principale qui est poursuivie. Pour la première fois, j'ai vu qu'on a le président de la République ordonné la mise sous séquestre du bien d'un individu avant même que la justice ne le fasse. Pour la première fois, j'ai vu le président de la République faire dévaliser, parce qu'il a fait dévaliser comme un petit voyou, le domicile d'un haut responsable du pays. Et c'est à ce domicile qu'on a mis sous séquestre, à ce domicile qui a été dévalisé, où les personnes ont été arrêtées, qu'on a le courage d'aller citer la personne. Mais où on va? On a une décision de la Cour africaine qui demande la libération et l'arrêt des poursuites. On en a cure. On a décidé qu'on a un objectif à atteindre. On va l'atteindre, vaille que vaille, sans respecter les différentes protections. On a arrêté, on a poursuivi le premier ministre plutôt, Soro-Guillaume. On a poursuivi des députés sans respecter leur immunité. Non, mais où on va? Il en est de même une histoire récente, celle de la jeune Pouchérie Balé, une personne pour qui j'ai une très forte admiration, parce que c'est de cette graine de jeunes gens-là qu'on a besoin dans ce pays. Ces personnes engagées qui n'ont pas peur d'avancer et qu'aujourd'hui, qu'on poursuit pour un nombre incalculable d'infractions, alors que l'État de Côte d'Ivoire s'est rendu coupable de tellement de violations de ses droits. Parce qu'on a oublié on a une loi en Côte d'Ivoire qui protège les défenseurs des droits de l'homme et que mademoiselle Pouchérie Balé est un défenseur des droits de l'homme et que la protection qui doit profiter à ces personnes-là lui profite nécessairement, qu'on ne peut pas l'arrêter sans l'autorisation, sans l'ordre express du parquet.
qu'on ne peut pas s'introduire dans son domicile, s'introduire dans les endroits où elle est, sans leur espèce d'imparté, qu'on ne peut pas mener des actions sans avertir le ministre des droits de l'homme d'abord. Il y a des personnes encagoulées qui sont allées la prendre, qui l'ont conduit, on ne sait où, avant qu'elle ne soit remise après à la justice ivoirienne, quand tout le monde a commencé à crier et que tout le monde a commencé à exiger de savoir où elle se trouvait. J'ai écouté le procureur de la République d'Abidjan. L'adjoint du procureur de la République d'Abidjan, j'étais scandalisé par ses propos. Il dit qu'elle a été prise au cours d'une opération de maintien de l'ordre. Dans le même temps, il dit qu'elle a été prise à l'hôtel. Donc l'opération de maintien de l'ordre, ça se passe dans un hôtel. Ah, moi, je l'ignorais, qu'on pouvait aller maintenir de l'ordre, ou bien ceux qui voulaient maintenir de l'ordre avaient deux objectifs. Lui qui doit accorder sa protection, lui dont les droits ont été bafoués, puisque c'est lui qui doit autoriser qu'on s'introduise dans ces lieux, il ne s'en plaint pas, il dit on l'a remis, c'est-à-dire qu'elle est passée ailleurs. Toute la procédure, elle est nulle. Toute la procédure est nulle, comme la procédure contre le premier ministre Soro-Guénon était nulle, comme la procédure contre le président Laurent Gbagbo est nulle, parce c'est un ancien président de la République. Toutes ces procédures-là sont nulles, mais on a décidé qu'on se bat pour le maintien du pouvoir. On va utiliser tous les moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, la justice est devenue un monstre pour les citoyens. Aujourd'hui, la justice fait tout pour faire taire les citoyens. Aujourd'hui, la justice s'intéresse. Aujourd'hui, avec la justice, on vide les prisons des délinquants pour y mettre les citoyens, les honnêtes citoyens. Parce qu'aujourd'hui, la liberté et des principes, ça ne s'applique pas aux citoyens de l'opposition, aux représentants de la société civile qui se montrent un peu critiques avec le pouvoir en place. Ce sont les plus grands criminels de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On préfère mettre des microbes. J'utilise le mot microbe parce que ce mot-là a désormais tout son sens. Parce que ce ne sont plus seulement des enfants en conflit avec la loi, ce sont des enfants en conflit avec la loi qui sont devenus des personnes qui vont qu'on place pour s'en prendre aux citoyens spécialement. D'ailleurs, même ce ne sont même plus des enfants. Quand on regarde les âges et puis quand on regarde leur taille aujourd'hui. On s'en sert. Toutes ces personnes-là sont dehors. On se déclare incapable de les mettre en prison. Et ce sont les citoyens qui ont toutes les garanties de représentation qu'on met en prison systématiquement. Aujourd'hui, la justice est entre les mains de ces personnes-là et on ne sait plus finalement où on va parce qu'elles n'ont plus de limites dans leur démarche. Il n'y a plus, vraiment la liberté des citoyens est tous les jours en danger. Le procureur de la République, il est sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui ne travaille pratiquement pas. Moi, je peux être sur les réseaux sociaux parce que je travaille à mi-temps. Mais lui, le procureur de la République, il est sur les réseaux sociaux et il est sur les réseaux sociaux avec un œil qui est fermé. Il regarde qu'un certain nombre de choses. Il y a des manquements les plus graves, des appels au meurtre, des appels, des injures permanentes. Ça ne l'intéresse pas. Quand il s'agit des membres, des militants du RAGP, des militants qui sont proches du président de la République, ça ne l'intéresse. Ce sont les bêtises dont se rendent coupables certains membres de l'opposition ou des jeunes qui se montrent critiques. C'est ce qui intéresse le procureur de la République. C'est ce qui la meute. C'est ce qui l'amène à faire des interviews. Regardez la jeune fille qui a seulement partagé le truc lors du décès de Didier Arafat. Elle avait fait 8 mois de prison. Mais j'ai vu plus d'une personne, comme un certain Ladi, qui en appelle au meurtre. Ces personnes-là, on fait comme si on ne les voit pas. La justice aujourd'hui, c'est une justice partielle. Ce n'est pas une justice qui est susceptible de rassurer et de ramener. Aujourd'hui, personne même ne va vers cette justice-là. Personne ne va vers cette justice. La partialité même, elle est tellement extraordinaire. Regardez l'histoire du logo du PDCI. Le PDCI est dans une coalition avec le RDA, avec d'autres partis, où ils utilisent leur logo. Le RDA, avec certains partis, vont créer un autre parti. D'abord, s'approprie légalement le nom de la coalition. Parce que ce n'est pas la coalition qui finalement est devenue un parti. Ce n'est qu'une partie des membres, certains membres de la coalition qui sont allés faire.
Mais en plus, ils s'emparent des logos de tous les membres qui font partie de la coalition. Le PDCI saisit la justice pour être établi dans son droit. On dit au PDCI que non, les logos du PDCI n'ont rien de particulier, que ce n'est pas un logo dont la propriété peut être réclamée par le PDCI. Mais si ce logo-là est là, c'est parce que ça appartient au PDCI. Si ce logo-là est là, ils n'ont pas trouvé le logo sur Google ou bien sur Internet. Hein. C'est parce que c'était un logo du PDCI. Mais on n'a pas hésité. Et pour montrer aux autres qu'on n'est rien, qu'ils ne sont rien, et qu'ils font ça, on a maintenu hein, la décision. Ils utilisent des logos. J'ai dit, mais c'est dans quel pays on est? Alors que la loi sur les partis et les groupements politiques dit clairement qu'un parti qui vient de créer ne peut pas utiliser les emblèmes des partis qui sont déjà nés. Ils ne peuvent même pas utiliser l'emblème du RDR. Parce que le RDR n'est pas dissous. Parce que les autres partis ils ne peuvent pas utiliser, mais ce sont ces personnes-là qui utilisent et qui s'en préparent jusqu'à aujourd'hui. Il y a une violence morale telle que il y a un sentiment de révolte qui monte, et ce sentiment de révolte-là qui est en train de s'exprimer. Et c'est pour faire face à ces sentiments de révolte qu'ils sont obligés aujourd'hui d'utiliser qu'on appelle ces microbes-là. Mais ce sentiment de révolte-là est dû en grande partie à qui? Ce sentiment de désespoir. Parce que moi, je peux vous dire que je sais, c'est que de sentir qu'il n'y a personne, que vous êtes en face d'un loup, vous êtes en face d'un monstre qui est prêt à vous dévorer sans qu'il y ait personne. Je sais le sentiment de solitude et le sentiment de désespoir que ça peut entraîner pour une personne. Mais, qu'on appelle ça, les juges ivoiriens ont décidé que le peuple ivoirien, que les populations ivoiriennes, que les citoyens ivoiriens se retrouvent dans cette situation-là en face du RHDP. Les juges ivoiriens trouvent le moyen de se réfugier, pour la plupart dans la peur, pour une partie dans la recherche des intérêts pécuniaires et des postes pour porter atteinte à ces droits-là. Je vais donc m'adresser à ces collègues. Je vais les présenter même mes respects aux plus anciens. Mais ce respect-là, je vais vous le dire, ça ne va pas m'empêcher de vous dire ce que je pense. Comme je n'ai jamais hésité à dire ce que je pensais quand j'étais dans le pays. Aujourd'hui, je suis en exil. Ça devait être la honte pour les magistrats ivoiriens. Ça devait être une honte pour la haute hiérarchie de la justice ivoirienne. Qu'un président de la République puisse s'asseoir, prendre un décret, alors que la loi prévoit que c'est une juridiction disciplinaire comme le conseil de discipline qui doit rendre une décision. Je vous le dis, ça devait être une honte pour les choses. Mais ça, non, ils s'en foutent. Ils ont décidé qu'eux, ils doivent servir. Ils doivent se servir et servir une chose dans l'espoir d'avoir des revenus. Il y en a qui ont décidé que eux, quel que soit ils ont peur. Parce que ils ont chose, mais on va se dire les vérités au fur et à mesure. Je vais m'adresser d'abord à la haute hiérarchie. Chers anciens, je vais m'adresser à vous. Chers anciens égoïstes. Chers anciens qui n'êtes intéressés que par l'argent et les postes. Chers anciens qui n'ont aucun sentiment corporatiste. Qui ne pensent qu'à soumettre les plus jeunes. Quand la haute hiérarchie de la justice pense aux plus jeunes, ce n'est pas en termes de susciter en eux l'indépendance de la justice. Ce n'est pas en termes d'indépendance de la justice. Ils veulent en faire leurs esclaves pour les amener sur les chemins de la perdition. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est regarder le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, on a un Conseil supérieur de la magistrature qui n'a aucun test. Ça ne repose sur rien. Non, ça ne les intéresse pas. Le statut de la magistrature est inadapté depuis de nombreuses années. Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils font? Fidèles à leur manière d'être. Des égoïstes. Des traites à la justice. Parce que pour l'essentiel, je ne dis pas, c'est pas tout le monde. Tous ceux qui ne se sentent pas concernés par ce que je dis, qui m'en excusent. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes à la cour qui ne sont pas concernées. Mais il y a certaines personnes, c'est ce que je vais appeler la hiérarchie pertinente.
celle qui est véritablement au pouvoir au sein de cette haute hiérarchie judiciaire. Cette hiérarchie qui a décidé de vendre son âme au diable, qui a décidé de signer la reddition de l'indépendance, de la reddition de la justice devant l'exécutif. Celle-là, elle n'est intéressée que par des questions de poste. Elle n'est intéressée que par des questions de soumission des plus jeunes. Parce que je le dis, c'est ce qui les intéresse. Quand ils parlent Conseil supérieur de la magistrature, quand ils demandent à ce que le Conseil supérieur de la magistrature soit entre les mains des magistrats, ce n'est pas dans l'objectif d'en garantir, de garantir leur indépendance, c'est dans l'objectif d'avoir du pouvoir sur eux. C'est ça leur objectif, avoir du pouvoir. Quand, lors d'un séminaire, j'ai dit, mais pourquoi on parle toujours de Conseil supérieur de la magistrature? Pourquoi on ne fait pas comme ailleurs, Conseil supérieur de la justice? Pouvoir intégrer d'autres corps, pouvoir intégrer d'autres personnes qui sont susceptibles, qui sont intéressées à la question de la justice, comme les membres de la société civile, comme les citoyens. Parce que la justice, c'est une affaire de choses. Il faut évoluer, les choses évoluent. Ils sont criés au scandale. Comment? Qui va venir les juger? Qui va venir se mêler de leurs affaires? Mais ce n'était pas, quand vous les écoutez, ce n'était pas pour de bonnes raisons. Parce que eux, ils veulent du pouvoir sur les plus jeunes. Parce que faire donner du poids à des avocats, à des magistrats, à des enseignants du droit, parce que les enseignants du droit, ils ont intérêt, les enseignants aussi ont intérêt à ce que la justice fonctionne. Les avocats, les auxiliaires de justice, tout le monde a intérêt à ce que la justice fonctionne bien. La justice, ce n'est plus une affaire de choses. Il y a plusieurs modèles aujourd'hui en Belgique. Ils parlent de conseils, ils parlent de conseils de la justice. C'est une bonne chose. Ils sont criés au scandale, mais ce n'est pas pour de bonnes raisons, comme je l'ai dit. Ce n'est pas pour de bonnes raisons. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils vont faire partie de toutes les formations du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le seul corps, je vous le dis, je vous dis, messieurs les hauts magistrats, vous êtes le seul corps à avoir un organe de contrôle des choses prévues dans la Constitution, un organe qui constitue une institution et qui n'a pas un siège. Regardez les autres corps du privé, l'audiovisuel, les journalistes. Il y a un certain nombre qui ont, c'est prévu dans des tests en particulier, qui n'ont pas la même valeur naturellement que la Constitution, mais ils ont des sièges. Ils ont un secrétariat général. Ils ont du personnel. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, qui constitue une institution dans la Constitution, n'a même pas un siège. Au contraire, ils se battent pour quelques indemnités. Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de tests sur lesquels... Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le Conseil supérieur de l'exécutif, en fait. L'exécutif en fait ce qu'il veut. L'exécutif en fait ce qu'il veut. Et c'est inacceptable. Il en fait ce qu'il veut. Ils ne se sont pas intéressés aux tests. Ils ne se sont pas intéressés au statut de la magistrature. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les égoïstes. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que quand je dis qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que vous avez fait? Les égoïstes que vous êtes allés négocier avec le garde des Sceaux, avec le président de la République, pour signer la reddition de l'indépendance de la justice, contre des avantages pour vous. Quels avantages? Le droit à la corruption à travers l'évocation. Parce qu'on a fait le séminaire dont je parlais, on avait tous été quasiment unanimes, sauf les deux personnes qui vous représentaient, pour que l'évocation soit supprimée, parce que c'était l'objet de corruption. Et ensuite, l'évocation, les objectifs qui étaient visés par l'évocation, au contraire, l'évocation desservait ces objectifs-là. C'est-à-dire, ça ne permettait pas de combattre la lenteur de la justice. Vous êtes allés vous battre pour obtenir l'évocation de la justice, l'évocation auprès de ceux qui chose. Et dans cet objectif-là, vous vous êtes arrangé pour que ces tests-là ne soient pas discutés ensemble avec les autres. Ces tests-là devaient être discutés entre vous seulement et le garde des Sceaux et le président de la République. Parce que vous savez qu'on allait s'opposer à l'évocation. Ils sont allés, non, vous êtes allés jusqu'à quelque chose d'innommable. C'est-à-dire, comment on peut être aussi, je dirais, avoir un esprit de lucre à ce point. Vous vous êtes donné, au niveau du Conseil d'État, le pouvoir d'évoquer en matière de discipline. Vous vous êtes donné le pouvoir d'évoquer en matière de discipline. C'est-à-dire, il y a des magistrats, des magistrats, parce que le Conseil supérieur de la magistrature
est un organe disciplinaire juridictionnel. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul dans le cadre de la fonction publique. Vous vous êtes donné le droit d'évoquer, c'est-à-dire moi, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai saisi le Conseil d'État parce que le Conseil supérieur de la magistrature a rendu une décision qui est mauvaise. Moi, j'ai saisi. Le ministère n'a pas le pouvoir de saisir. Moi, j'ai saisi. Et puis, on casse la décision. Et puis, vous évoquez pour essayer de remplacer. Vous remplacez, vous devenez une partie dans l'affaire. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, c'est une manière de rattraper les erreurs que l'État, au lieu d'être des protecteurs de l'indépendance de la justice, au contraire, ce sont des dispositions inacceptables au principe. Ça fait de vous des partis. Ça va décourager les recours pour excès de pouvoir ou les recours de plein contentieux. C'est dans le cadre des recours de plein contentieux d'ailleurs. Ça va décourager les personnes de faire ce genre de recours. Parce que vous êtes donné le moyen des choses. Avec le président du Conseil d'État, qui lui est devenu un avocat de l'État, c'est lui qui écrit pour l'État. Vous n'avez pas honte, M. Patrice Kwame. C'est vous qui écrivez pour l'État. Moi, j'en sais quelque chose, j'ai introduit mon recours. Je sais ce que j'ai dit, mais ça me faisait rire parce que vous savez, le recours, je ne l'ai introduit que pour montrer qui vous êtes, pour avoir des éléments pour aller ailleurs. Parce que, je le dis, je suis magistrat de l'État de Côte d'Ivoire. Seule une décision du Conseil supérieur de la magistrature peut, c'est une décision judiciaire, une décision judiciaire qui peut me faire perdre ma qualité de magistrat. Ce n'est pas un décret d'exécution normalement de la décision judiciaire qui me fait perdre ma qualité. C'est comme Lucie aujourd'hui qui réussit à expulser quelqu'un avec son exploit de signification et son exploit d'expulsion sans que jamais il n'ait eu une décision de justice. C'est ce que le président de la République a fait. Et c'est ce que vous avez soutenu, monsieur le président du Conseil d'État. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire l'immoralité atteint des tels. Je dis quand on me disait, non, mais lui là, c'est le toutou de Madame Camara Chantal. Lui va faire tout ce que tu n'as aucune chance. Je dis, mais j'ai une chance parce que, à la vérité, ce que je demande, c'est comme si je demandais qu'on annule un exploit du CIE, mais il n'y a pas de décision. Aujourd'hui, là, il y a mon argent qui coule. Vous allez mourir comme tout le monde. Si moi-même je ne récupère pas mon argent un jour, les enfants vont récupérer cet argent-là. Le pouvoir, là, c'est un pouvoir qui va partir, je vous le dis. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, même, je vais demander à mon avocat de demander à ce qu'on me donne mon certificat de travail. Parce que on ne peut pas m'opposer, on ne peut pas me poser un décret du président de la République. Le principe de la séparation des pouvoirs l'interdit et la Constitution prévoit expressément que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui peut prononcer une décision chose. Donc, je suis parti devant vous, que vous annuliez, que vous n'annulez pas le décret. La conséquence, elle est immédiate. Mais parce que même si j'avais gagné, je suis convaincu qu'il n'aurait pas appliqué la décision. On voit ce qui se passe avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais c'était pour me donner des moyens d'aller plus haut, pour me faire dédommager. Parce que heureusement qu'il y a plus haut que ça. Heureusement que mes moyens sont objectifs. Mais vous n'avez pas honte. Et dans le cadre de cette loi, vous avez vendu, c'est-à-dire le pouvoir disciplinaire. La loi prévoit expressément que le pouvoir disciplinaire appartient au Conseil supérieur de la magistrature. Vous, dans cette loi-là, vous êtes allé violer vous permettez au président du Conseil, au président de la Cour de cassation, au président du Conseil d'État, au président de la Cour des comptes, de pouvoir engager des poursuites disciplinaires contre des magistrats, des hauts magistrats, tout seul, sans procéder, il n'y a aucune garantie. Ils peuvent s'arrêter, radier un magistrat, un haut magistrat, sans qu'il ait, au regard de votre loi en tout cas, qui est en violation de la Constitution. Comment on peut en arriver à une telle bêtise? Comment on peut en arriver à une telle bêtise? Et c'est la même chose en matière de nomination. La loi, la Constitution a écarté le garde des Sceaux et l'exécutif de la proposition des magistrats pour la Cour de cassation et le Conseil d'État. Vous avez négocié ce que vous avez donné pour pouvoir obtenir ce que vous vouliez là, ce que je vais
que je vais donner plus tôt. Vous avez donné le droit de nommer, vous avez introduit le garde des Sceaux. C'est lui maintenant qui décide qui devient, qui décide encore qui devient conseiller à la Cour d'appel. De nouveau. C'est le président de la Cour de cassation ou du Conseil d'État qui décide qui a une promotion, qui peut devenir président de chambre au sein de la Cour de cassation du Conseil d'État. Tout seul. Tout seul. C'est-à-dire, le président de la Cour de cassation, le président du Conseil d'État peut faire radier, peut révoquer des magistrats, des hauts magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'État, sans qu'il y ait des procédures disciplinaires en tant que telles. C'est eux qui décident qui a droit à une promotion librement, sans qu'il y ait de procédures qui viennent. Ça, c'est acceptable, ça? Ça, c'est acceptable? Tout ça là, pourquoi? Non, vous vouliez le droit d'évocation, comme je l'ai dit, le droit à la corruption. Parce que le droit d'évocation, c'est le droit à la corruption. Vous voulez partir à la retraite avec tous vos avantages. C'est pour ça que vous avez signé cette réédition-là. Vous voulez ne pas partir à Yamoussoukro, là où on voulait construire le nouveau palais de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Vous avez mis pour la première fois, de façon inacceptable, dans la loi. Vous avez mis dans la loi que le siège du Conseil d'État, le siège du Conseil, comme si c'était une association, est à Abidjan. Parce que vous ne voulez pas partir à Abidjan. Vous préférez rester à Abidjan, dans ces villas, dans ces choses indignes des institutions que vous animez. Par caprice. C'est quelle bassesse d'esprit, ça. Par caprice, ça doit être à Abidjan. Vous ne pouvez pas aller à Yamoussoukro, où on voulait construire, dans le cadre du CDD, une cité de la justice, où il y aurait eu l'école de la magistrature, où il y aurait eu les grandes institutions, la Cour de cassation, il y aurait eu le Conseil d'État. Non, vous ne pouvez pas partir, parce que vous ne voulez pas partir. Donc, il faut que l'institution soit bloquée à Abidjan, dans des villas. Des projets qui étaient là été annulés à cause de votre résistance. Des résistances d'enfants gâtés. Et vous, pour obtenir ça, vous avez fait quoi? Vous avez signé la reddition. Parce que le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, mais c'est quand même des juridictions qui incarnent le mieux l'institution judiciaire. Mais vous avez trouvé le moyen de vendre tout ça là pour chose. Vous êtes incapable de défendre la justice. Je dis c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'une personne comme Chantal Kabara peut présider une cour de cassation. Elle a le niveau, moi je l'ai toujours appelé la vendeuse de pagne. Elle a le niveau, elle a les manières, cette dame. Le jour où on nous a appris que celle-là, on l'a nommée présidente de la chambre judiciaire, on a failli tous tomber. Tellement ça nous paraissait invraisemblable. Mais Alassane Ouattara, il ne faut pas être surpris. Parce qu'Alassane Ouattara, il n'est pas en haut, hein, il va en bas. C'est en bas. C'est toujours en bas. Je le dis expressement. Aujourd'hui, je l'appelle l'empoisonneuse d'Abidjan. Parce que c'est cette personne-là qui a fait pression sur le tribunal du commerce pour obtenir une ordonnance de référé qui avait pour objectif de faire remettre sur le marché les riz avariés qui avaient été débarqués à Abidjan. C'est elle qui l'a fait. Et j'ai les éléments de preuve. Je fais exprès chaque fois, je lui dis, j'appelle l'empoisonneuse d'Abidjan. Je m'attends à ce qu'elle ait une réaction. Et je vais montrer au monde, comme on le dit, je vais montrer son vrai visage. C'est une personne. Et le président Alassane Ouattara le sait. C'est lui qui a bloqué ce processus-là à l'époque. Mais ça ne l'a pas empêché de nommer une personne qui était prête à faire mourir des milliers d'Ivoiriens pour quelques billets de banque, d'en rendre malade des milliers aussi pour quelques billets de banque. Présidente de la Cour de cassation. Dans un pays qui se respecte, Camara Chantal peut être président d'une Cour de cassation. Dans un pays qui se respecte, son toutou, Kwame Patrice, il peut être président. Ensuite, on les nomme en violation de toutes les règles.
La loi prévoit que c'est un conseil des ministres. Ils ne sont pas nommés. D'ailleurs, la première fois, on les nomme en conseil des ministres. Mais sans l'avis du conseil supérieur de la magistrature. On change la constitution pour eux. On les nomme président, on en fait des présidents d'institutions. Et puis, donc on n'a plus affaire au conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, la seule condition qui restait, la constitution simple, on a décidé même de ne pas la respecter, les nommer en conseil des ministres. Pour montrer, d'ailleurs même les juges représentent quoi au niveau du quant au président Alassane Ouattara, ils représentent quoi? Est-ce que vous avez vu une fois un sous-préfet, un secrétaire général de préfecture, un président de la cour, un préfet être nommé en dehors du conseil des ministres? Les magistrats, ils sont partis des hautes personnalités de l'État. Ils ont une obligation de déclaration de patrimoine, comme les députés, comme tous les chefs d'institution. Mais est-ce que vous avez vu les nominations des magistrats? Si ce n'est pas de façon sporadique, les amis du président qu'on nomme de temps en temps, quand ça prend, même au niveau du conseil constitutionnel. On vient d'en nommer 3. Ce n'est pas un conseil des ministres. Tout ce qui est judiciaire là, est ramené au plus bas. Parce qu'il faut détruire l'institution judiciaire. Il faut la rendre exsangue. Il faut la rendre incapable de pouvoir jouer efficacement son rôle. Pourquoi on veut rendre la justice ivoirienne incapable de jouer son rôle? Pourquoi on veut rendre cette justice incapable de jouer? Parce qu'on a des objectifs qui n'ont rien à voir avec la légalité. On a des objectifs qui n'ont rien à voir avec l'honnêteté. Voilà pourquoi on a décidé de... Et vous participez. Votre silence. On dit la mère, c'est la grande miotte. On n'a jamais dit que la justice, c'est la grande miotte. Je ne parlerai pas du conseil supérieur de la magistrature parce qu'on n'en a pas aujourd'hui. On n'a pas vraiment un conseil supérieur, on a un conseil de l'exécutif. On a un conseil de l'exécutif. Aujourd'hui. Non, mais c'est quelque chose. Quand, après Camara Chantal, qui est inspecteur? C'est Kadio Fodo. Kadio Fodo, c'est un inspecteur qui a 7 ans d'expérience des judicatures réelles. Le reste, il était en administration. C'est lui, il ne sait même pas comment tenir une audience. Il ne connaît même pas les principes pour tenir convenablement une audience. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre compte dans la procédure disciplinaire qu'il entendait. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que vous ne pouvez pas me juger. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas me juger. Vous êtes une commission. Vous êtes une commission qui est une commission fictive. Je lui ai écrit pour lui dire qu'il ne peut pas me juger. On va en parler un peu plus tard. Mais il ne savait même pas que sa secrétaire ne devait pas faire partie de la commission. Elle ne devait pas être là lors des actes. Il ne savait pas. Lui qui passe ce personnage, je dirais, qui est excessif en tout. J'ai un profond mépris pour le président, pour cet inspecteur-là. Ça, j'ai un profond mépris. Depuis cette histoire-là, je le regarde en train de... Je le regarde vouloir donner les joueurs des leçons, les donneurs de leçons, mais lui, il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit en matière judiciaire. Lui, il n'a aucune leçon à donner sur le plan moral. Parce qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour son poste. Il écrit des bouquins pour tout ça pour du pognon. Mais lui, il fait tout ce qu'il fait là, c'est pourquoi. Moi, c'est un des prototypes même de la faillite des intellectuels africains. C'est-à-dire l'hypocrisie, la malhonnêteté des intellectuels africains. Là. Ça, c'est un des prototypes, ça. Parce que tout ce qu'il dit dans ses livres, il fait le contraire dans la vie. Parlons de Sansan Kambido ici. Parce que il y a 4 personnages pour moi, à qui on doit 5 personnages à qui on doit la chute. Je parle même de Patrice Kwame parce que il est rattaché à Mme Camara Chantal et lui occupe les choses. Mais Patrice Kwame, il n'existe pas. C'est Camara Chantal qui prend les décisions pour lui. C'est Camara Chantal qui prend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, elle est à la tête et du Conseil d'État et de la Cour de cassation. On a enlevé Kobo pour mettre quelqu'un qui est un béni oui de Camara Chantal. Ouais, c'est la justice ivoirienne. C'est à ça on a c'est devenu un patrimoine. C'est-à-dire, ben voilà pourquoi les gens du RHDP n'hésitent pas à parler de tabourés, parce qu'aujourd'hui, tout leur appartient dans l'État. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de personnes qui sont susceptibles
ce qu'on appelle d'incarner des valeurs et des choses qui doivent être admises aux fonctions. Non, non, non. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à s'aplatir. Il faut des personnes qui soient prêtes à s'aplatir. Ce sont ces personnes comme ça là qui veulent à la tête de la justice ivoirienne. Et après chose, il y a Sansan Kambiré. Sansan Kambiré, lui, il a été juge pendant 7 ans aussi pratiquement, dans les mêmes élections. Mais lui, ce n'est plus un juge, Sansan Kambiré. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de mal à la justice ivoirienne que Sansan Kambiré. J'ai dit, on s'est plaint, je me rappelle, on se plaignait de Nyenema. Mais je vous le jure, Nyenema, il est resté juge sur beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faisait certaines choses qui nous scandalisaient, mais Nyenema est resté juge. Il est resté foncièrement juge dans sa tête. Parce qu'il y a des choses que Nyenema refusait de faire, parce que Nyenema était un juge. Mais Sansan Kambiré, il n'y a pas de choses que Sansan Kambiré n'est pas prêt à faire. Parce que Sansan, il a cessé d'être juge le jour où il a quitté les tribunaux. Là. Il a cessé d'être juge. Il a décidé de fréquenter les politiques, de rester dans le monde du politique. Il a fait tout. C'est lui, aujourd'hui, là, c'est-à-dire les procès du Premier ministre, Soro Guillaume, le procès de... C'est Sansan Kambiré qui était... C'est un magistrat. Mais il va falloir qu'un jour, on lui demande des comptes. Sansan Kambiré qui se rend coupable, moi je dis, qui se rend coupable de faux. Je vais en revenir plus tard. Sansan Kambiré qui se rend coupable de fausses déclarations douanières. Un ministre de la Justice. Je ne vais pas revenir ici le fait que c'est quelqu'un qui n'assume même pas qui il est. Il y a quelqu'un qui vient, qui veut me dénier à moi la qualité de magistrat, sans savoir même que nous avons en dehors de toutes choses, nous avons des diplômes de magistrat. Et que la qualité des magistrats, ce ne sont pas seulement des fonctions, mais c'est également aussi une qualité qui tient à des diplômes. Comme on dit, tu es un médecin qui a un diplôme de médecine. Moi, je suis magistrat parce que j'ai un diplôme de magistrat. Il a voulu me contester. Il a tout fait pour salir mon nom, mettre mon nom dans le journal officiel avec les choses. Mais ça, à titre personnel, je ne vais jamais le lui pardonner. Mais Dieu est grand et on aura l'occasion de se rencontrer pour ça. Il va m'expliquer comment moi, il allait mettre mon grand Ange Olivier, mon nom, dans le journal officiel avec le Tukuradi à côté. Il va m'expliquer. Parce que j'ai défendu ma profession, parce que j'ai défendu ce à quoi je croyais, parce que j'ai vu où il est en train de conduire la justice, parce que j'ai vu où lui et son mentor sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire la justice. J'ai dénoncé. C'est pour cela que vous allez pousser l'extrême, parce que c'est vous, la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Toi, Sansan Kambiré, c'est pas toi qui prends de l'argent avec les greffiers en chef. C'est-à-dire, je me suis plaint des greffiers en chef, mais à la vérité, je voulais les amener à dire, mais ils ne sont pas allés jusqu'à là. J'ai dit qu'ils ont créé des impôts pour les greffiers en chef, mais la vérité, c'est des impôts qui ont été créés pour les gardes des Sceaux. 70 à 80% de ces sommes-là sont réduites aux gardes des Sceaux après, si les 5 milliards, donc 5 à 6 milliards dont j'ai parlé. Ça, et puis vous venez, une telle personne vient s'asseoir à une rencontre pour dire non, que lui, il ne peut pas parler parce que les magistrats sont des corrompus. Sans. Toi, tu ne peux pas dire à un magistrat que le magistrat est corrompu. Toi qui as été chassé du ministère de la Constitution pour de tels comportements. Quand je vois, je dis, mais ce jour-là, je n'étais pas là. Et ma collègue, par exemple, on en parlait, ma collègue m'a dit, parce que je lui avais dit que déjà, il y avait une Nyenema qui avait fait quelque chose de ce genre. Moi, j'attends impatiemment. Si ça vient faire ça, et bien, malheureusement, j'étais en voyage. Elle m'a dit, ah, vraiment, quand il a dit ça, j'ai cherché, j'ai dit, Dieu est grand, le grand frère n'est pas là. Parce que je voulais être là, j'allais te donner ta réponse. Toi, Sansan, tu ne peux pas donner des leçons à qui que ce soit sur la corruption. Toi, Sansan, tu ne peux pas donner des leçons à qui que ce soit sur la corruption. Tu ne peux pas. Parce que tu es le corrompu même du tribunal où tu es parti en fait parce qu'on t'a enlevé du cabinet d'instruction où tu faisais n'importe quoi jusqu'à la chose. Toi, Sansan, tu ne peux pas venir t'asseoir pour traiter les autres magistrats de corrompus. J'en en viens à Kone Mamadou. Kone Mamadou, c'est une déception personnelle. Parce que, je vous le jure, c'est Kone. Moi, quand j'ai rentré dans le concours, quand je venais au concours de la magistrature, je ne suis pas venu à la magistrature par passion comme beaucoup. Moi, je voulais être juriste d'entreprise. C'est parce que les politiciens m'ont arraché ma bourse étrangère qui me permettait de partir à l'étranger que j'ai dû me résoudre à passer le concours de la magistrature. Donc, comme je ne sais pas faire les choses doucement,
Quand je suis allé, je me suis battu, je me suis intégré. Et c'est Kone Mamadou, le coup de Kone Mamadou, là, qui me donnait la fierté d'être devenu ce que je suis devenu. Et aujourd'hui, je ne regrette d'ailleurs pas, parce que je pense que ça m'aurait fait perdre une des plus belles expériences de la vie. C'est vrai, finalement, vous savez, il y a certains problèmes dans la vie qui vous aident à rectifier votre trajectoire de vie. Il y a certains problèmes qui vous aident à votre trajectoire de vie. Vous croyez aller vers certaines choses, mais quelquefois, Dieu sait ce qu'il vaut pour vous et il vous ramène. Et Dieu m'a ramené vers ce qui devait être ma vie. Parce qu'un juge d'entreprise, il a cette capacité à se battre pour des choses-là. Je pense que ça correspond mieux à l'esprit de la justice. Mais Kone Mamadou, j'ai dit, mais Kone Mamadou aujourd'hui, Kone Mamadou a tout fait. J'ai dit, Kone Mamadou a tout fait pour me décevoir. Il a dit que tout ce qu'il nous disait à l'école de l'ENA, Kone Mamadou, j'ai dit, Kone Mamadou, c'est le prototype du magistrat qui ont fait tomber la justice. C'est celui-là. Kone Mamadou, aujourd'hui, ce n'est pas Kone Mamadou qui a nommé Kibié. On veut faire croire que c'est Kibié le choix du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous ai dit que le Conseil supérieur de la magistrature n'existe pas. Comment le Conseil supérieur de la magistrature, tous les magistrats qui existent, peut aller choisir un magistrat qui est dans une situation d'incompatibilité? Comment le Conseil supérieur de la magistrature peut aller, comment lui, le président du Conseil constitutionnel, il peut accepter que le Conseil supérieur de la magistrature, sans les faire observer que le monsieur est dans une situation d'incompatibilité. Et c'est après, quand il est nommé maintenant, qu'il est devenu président des choses, on dit qu'il est devenu président maintenant, on dit non, on va tu vas démissionner, non. C'est au moment où on te nomme qu'on apprécie l'incompatibilité. Ce n'est pas après. Si tu savais que c'était incompatible, quand on l'a proposé, tu devais souligner. Ce n'est pas quand on l'a nommé, et puis après maintenant, non, mais, et puis tu mets ça sur le truc de la cour des comptes, plutôt du Conseil constitutionnel. Tu n'as pas honte. Tu passes ton temps à dire à ça. C'est toi qui sais qui doit être juge, qui ne doit pas être juge. C'est toi qui sais ça. C'est-à-dire que les autres, c'est toi qui sais qui doit être juge, qui ne doit pas être juge. Mais la morale, je pense que c'est la première qualité du juge. Ne pas venir s'asseoir, jouer au mystérieux. D'ailleurs, bon, je ne suis pas bavard. C'est pas ça qui fait le grand juge. Le grand juge, c'est quelqu'un qui a une morale. Quand je pense que c'est toi qui vas conduire le processus électoral en Côte d'Ivoire, je me dis, on s'en va à la guerre. Ça, c'est ma conviction. Je vais m'arrêter là parce que je risque de dire des choses qui sont un peu trop personnelles et qui vont toucher d'autres personnes. Attendez, gars. Maintenant, je m'adresse aux plus jeunes. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de bons magistrats en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a beaucoup de magistrats honnêtes, corrects en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai toujours proclamé en tant que président. Mais le drame de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des magistrats corrects qui ne sont pas prêts à se battre pour leurs droits. Et d'avoir ceux qui ne font pas n'importe quoi, qui sont portés ceux qui font n'importe quoi, ils sont portés au pinacle parce qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour pouvoir atteindre ces choses-là. La peur, là, moi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne passe pas parce que jusqu'ici, on m'a envoyé quelqu'un pour me suivre. La peur, c'est un sentiment qui est chose. Mais la peur, là, elle doit vous pousser à vous dépasser. La peur, elle doit être surmontée. Quand vous avez choisi de devenir magistral, vous avez choisi de surmonter la peur. Quand vous avez choisi de devenir magistral, dès le début, vous exprimez votre indépendance. Moi, je le dis, jamais, et je le dis avec fierté, en tant que juge, quel que soit, il n'y a pas quelqu'un, président de la République, ministre, chef de juge, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé une seule fois, moi, grand Olivier, me donner des instructions. Parce que même quand j'étais au parquet, je ne faisais pas n'importe quoi. Je refusais. Même quand j'étais au parquet, une fois le procureur de la République, je ne dirais pas la juridiction où j'étais, me dit d'aller à l'audience pour aller demander le sursis pour quelqu'un qui est coupable et d'aller faire condamner à la prison quelqu'un qui n'avait pas d'éléments. Je lui ai dit simplement, j'étais jeune, je venais de commencer. Je lui ai dit que ma morale ne me permettait pas de faire ça. Il m'a dit, donnez-moi mes dossiers. Je lui ai donné ces dossiers. Il m'a restitué les dossiers, je suis parti. Mais je crois que ces petites choses-là ont permis d'avoir une carrière, une carrière où je n'ai pas été gêné parce que je crois qu'il a dit, ah, mais ce jeune-là, voici comment il est.
On dit aujourd'hui, oh, la grande, il est têtu, mais je préfère avoir la réputation de têtu. Et puis de ne pas permettre à des gens de m'envoyer vers n'importe quoi, que d'avoir la réputation de quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi, parce qu'on a peur alors qu'on est contre. Je vous dis, il y en a beaucoup. Moi, je vous qu'on se connaît. On connaît ceux qui font n'importe quoi, ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Mais c'est eux aujourd'hui, là. Qui a dit aujourd'hui, là, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de bons magistrats qui ont été pervertis. Parce qu'aujourd'hui, qui croient qu'ils sont au pouvoir. Il y a beaucoup de bons magistrats que moi je connaissais en tout cas qui avaient des qualités de bons juristes. Aujourd'hui, je les regarde, je suis surpris de ce dont ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de faire. Mais la peur, ça ne doit pas nous empêcher de nous battre pour nos valeurs. La peur, ça ne doit pas nous empêcher de réclamer le respect que notre profession doit. L'État de Côte d'Ivoire nous paye cher. C'est vrai qu'on considère toujours que l'argent n'est jamais suffisant, mais nous, on est les mieux payés des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. J'en sais quelque chose parce que c'est moi, avec plus de 400 magistrats, j'étais porte-parole des magistrats qui ont fait grève, pour ceux qui ne le savent pas. J'étais le porte-parole du comité ad hoc. Et j'ai dit, en Côte d'Ivoire, on est deux, je ne dis pas on est 700, on est deux à avoir obtenu l'effectivité de la décision qui a été prise. On est deux. Parce que quand on s'est assis, on a dit, mais on s'approche des élections. Si on n'applique pas les décrets que le président Laurent Gbagbo a signés pour nous, si Alassane gagne, un gars comme Alassane, là, ces personnes-là, n'est pas sûr qu'il applique nos décisions. On sait ce qu'on a fait. On était deux. Deux, hein, je ne dis pas chose. Je ne dirai pas qui est la deuxième personne parce qu'elle ne m'a pas autorisé, je ne l'ai pas contacté, je ne dirai pas. On était deux. On a monté les magistrats contre le ministre de l'économie et des finances. Donc, on connaissait une partie de l'entourage et on a pris les SMS que nous recevions en tant que syndicalistes pour aller faire payer l'argent de choses. Pour aller faire payer, pour aller dire, mais grand frère, vraiment, il faut dire au ministre, hein, les magistrats sont en train de se fâcher. Le magistrat dit c'est lui qui constitue un blocage. Et moi, nous, on savait. Nous, on savait qu'il aimait le ministre de l'économie et des finances, qui était le grand frère Dibi. J'ai dit le grand frère parce que c'était le grand frère d'un ami. Le grand frère Dibi, il n'aimait pas avoir affaire aux magistrats. Donc, on a suscité la colère des magistrats à son endroit pour le manipuler, en fait. Et on l'a amené à payer. C'est comme ça qu'il s'est assis et puis il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va payer ça ici. Et puis aujourd'hui, il y a des arriérés. On était deux, je vous le dis. Mais si on a fait ça, là, si on s'est battu, on sait aussi ce qu'on a subi dans le cadre de cette lutte-là. Si on s'est battu, là, c'était pour qu'on ait la possibilité, quel que soit le poste où on est, de faire prévaloir notre indépendance. S'il y en a aujourd'hui qui disent, non, mais grand Olivier, il aurait pu se taire, il va continuer, il aurait continué à vivre, il aurait été, comme lui il veut se montrer le plus courageux, non. Moi, je ne me suis pas battu, je n'ai pas cherché à avoir un salaire pour me taire. J'ai cherché à ce que tout le monde ait un bon salaire. Je me suis battu pour que tout le monde ait un bon salaire, pour qu'on se prévale, parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nous paye. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye les impôts et puis on nous offre ces salaires-là qui sont supérieurs aux salaires même du privé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on doit se battre pour rendre à ce peuple de Côte d'Ivoire ce que le peuple de Côte d'Ivoire a fait pour nous. Et ce jour-là, tout le monde commence à avoir peur. Personne ne se bat. Alors, les syndicats n'en parlons pas. Ils font une déclaration. Regardez un peu ce qui représente la justice. La déclaration des syndicats. Tout le monde en a parlé. Pourtant, ils n'ont même pas signé. Les deux présidents des syndicats n'ont même pas Zagbayi et puis Fatou Diakité. Ils n'ont même pas eu le courage de signer. À quoi ça sert que vous soyez président des syndicats si vous n'êtes pas capable d'assumer des choses? Si vous n'êtes pas capable de vous battre pour que la justice se retrouve, mais libérez le tabouret, comme on le dit. Libérez le tabouret, laissez ceux qui ont envie d'utiliser les deux syndicats. Le CIMACI, j'ai vu dans votre courrier que vous étiez heureux qu'il n'y ait plus le CIMACI au sein de la magistrature. Vous étiez heureux. Parce que je l'ai vu dans votre déclaration. Les deux syndicats, non, il y a 3 syndicats de la magistrature. Il y a 3 syndicats de la magistrature. C'est une honte que vous ne vous battiez pas. Quand vous voyez les décisions comme celle du président Laurent Gbagbo, quand vous voyez des décisions comme celle du Premier ministre Le Goudé, quand vous voyez des décisions comme celle du Logo, ça ne vous donne pas envie de dire ça suffit.
Quand vous voyez ce que Camara Chantal fait au sein de l'institution judiciaire, ça ne vous dit pas, ça ne vous donne pas envie de dire ça suffit. Ça ne vous donne pas envie de dire ça suffit. Qu'on ne peut pas aller, qu'il y a une limite au-dessus de laquelle on ne peut pas aller. Non, vous laissez les choses se faire. Aujourd'hui, au sein du Conseil, au sein de la justice, il y a un organe disciplinaire fictif devant lequel on fait passer des magistrats, devant lequel, dans lequel les cours d'appel nomment des magistrats. La commission de discipline du parquet, qui est un organe qui a été supprimé depuis la constitution de 2000. Que sans s'encambiler, que l'inspecteur ont ressuscité pour se substituer au Conseil supérieur de la magistrature et qui joue le rôle d'organe disciplinaire, qui a radié des magistrats, qui a fait radier des magistrats, qui fait du faux, parce que me concernant, ils ont fait du faux. Moi, j'ai eu des informations sur la décision qui a été prise. Ce n'était pas une décision de radiation en ce qui concernait Grand Olivier. C'était une décision de rétrogradation. Mais quand l'inspecteur qui s'est fait fort d'écrit est parti s'asseoir, il a changé la décision. Il a changé, la décision même est passée, il y a quelqu'un qui avait donné l'information à un journaliste. La décision est passée dans Soir Info du 9 août 2018. J'avais annoncé ma rétrogradation parce que c'était ça. Il est parti s'asseoir, il a changé. C'est-à-dire, non seulement c'est un organe fictif qui n'a rien à voir avec ce que la loi a prévu même. Quand la commission de discipline du parquet existait, cette commission n'avait pas la forme qu'ils n'ont fait que coller à leur organe, une non-commission pour donner l'impression que c'est un organe légal à certains. Le conseil, je me suis plaint dans les journaux, dans les choses. Les deux syndicats de magistrats, il n'y a pas eu un seul qui a eu le courage à dire à l'inspecteur que ça on ne peut pas accepter cela. Un organe fictif des magistrats, parce que c'est comme si on a réuni une cour composée de vos voisins et puis qui décide qu'on va vous chasser de votre maison. C'est la même chose. Des fautifs. C'est eux qui doivent aller en prison parce qu'ils ont fait du faux. Quand vous regardez les gens, c'est pas à mon égard moi seul. Hein. Ils sont nombreux, les personnes qui souffrent des errements de ces personnes, de ces gens-là. Ils sont nombreux. Ils ont radié, c'est-à-dire comment une commission de discipline, on peut avoir la même commission de discipline pour les magistrats et puis pour les auxiliaires de justice. Moi, quand ils m'ont dit, j'ai écrit, j'ai dit, moi, vous ne pouvez pas me juger. J'ai dit, vous ne pouvez pas me juger. J'ai dit, vous ne pouvez pas. J'ai dit, quand il m'a convoqué, je suis venu écouter avec mes deux avocats. Après, j'ai pris ma plume. J'ai dit, non, la commission que vous présidez est une commission qui est illégale. Vous ne pouvez pas me juger. Mais il m'a répondu, qu'est-ce que l'inspecteur m'a répondu? C'est illégal, mais c'est ce qu'on va prendre pour vous juger. D'ailleurs, même si vous ne venez pas, on va vous prendre la décision, même si vous ne venez pas. Et vous allez apprendre. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ce n'est pas moi seul. Il y avait ce jour-là, il y avait plus de 30 personnes qui sont radiées par une commission fictive. Aujourd'hui, il y a de nombreux magistrats qui continuent parce qu'ils continuent. C'est un moyen de pression. Ils ont réussi à voler au Conseil supérieur de la magistrature ses attributions dans le silence du Conseil supérieur de la magistrature qui connaît l'existence des choses. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un Conseil supérieur de la magistrature, c'est un Conseil supérieur de l'exécutif, c'est pas de la magistrature. Un Conseil supérieur de la magistrature qui se respecte ne peut pas accepter, alors que la Constitution a décidé que le magistrat, tous les magistrats, parquet comme siège, relèvent disciplinairement des choses, ne peut pas accepter qu'il y ait un organe fictif. Mais ils savent, ils sont assis. Ils ne disent rien. Ils sont plus mieux encore que l'armée, parce qu'aujourd'hui même on voit des militaires qui parlent maintenant. Ils sont plus mieux. Ils laissent les magistrats entre les mains de ces choses. Et ces personnes-là, c'est-à-dire ces anciens qui animent ces choses-là. C'est pourquoi je vous dis, ils ne sont pas intéressés, ils n'ont aucun esprit corporatiste. Et c'est un autre problème aussi de la justice, au niveau même des plus jeunes. On n'est pas solidaire. On préfère louvoyer pour la plupart. Ceux-mêmes qui sont corrects, ils sont dans leur coin, mais on n'est pas solidaire. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, là, il y a un changement de valeurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, parce que nous, on n'est pas solidaires, parce qu'on ne sait pas se mettre ensemble. Aujourd'hui, là, ceux qui sont les rois au ministère de la Justice, ceux qui sont les responsables, quand on dit la justice est mauvaise, là, on ne parle pas des greffiers, on ne parle pas des avocats, on ne parle pas des choses, on parle des magistrats. Donc aujourd'hui, là, au ministère de la Justice, là, tous ceux qui sont ils sont plus considérés aujourd'hui que les magistrats. Ils sont plus considérés que les magistrats. Tous ceux qui sont
au niveau du ministère de la Justice. Parce que les magistrats, ils ne savent pas quelles sont les choses sur lesquelles ils ne doivent pas reculer et qu'ils ne doivent pas accepter. Tout le monde est aujourd'hui là, le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui à la justice, au niveau du ministère au niveau de la justice là, les policiers ils font n'importe quoi. Quand ils viennent, c'est la justice qui blanchit. Avant, on est censé être ceux qui contrôlent, qui protègent les citoyens contre l'arbitraire des policiers. Les gens font des tours à la DST, les gens font des tours dans la police. On les garde 2-3 mois. On vient, le procureur de la République, le fameux Abdou, il va trouver le moyen de chercher des tests. La personne qui a déjà été torturée, qui a été détenue, laisse la personne partir à la maison. Non, on va garder la personne, on va créer des... Aujourd'hui, là, au lieu d'être un organe de contrôle, on est devenu un organe d'exécution. La justice est devenue un organe au service de la police. Dans le même temps, on regarde, il y a beaucoup d'attributions de la justice. Aujourd'hui, par exemple, la loi sur la drogue, est-ce que vous savez que la loi sur la drogue, c'est le ministère de l'Intérieur qui la prépare? Vous avez déjà vu ça? La loi sur les stupéfiants, c'est au ministère de l'Intérieur. Les lois en matière pénale, c'est en dehors du ministère de la Justice que ça se fait. Aujourd'hui, là, regarde, le fait que vous ne dites rien, vous les magistrats, aujourd'hui, après l'affaire de Mme Laurent Gbagbo, où les jurés, où on a reproché aux jurés d'être du fait qu'elle a été déclarée, elle a été mise hors de cause, là. On a fait quoi? Ils ont pris la loi, ils ont supprimé les jurés criminels dans les tribunaux, dans le tribunal. C'est ça. Parce qu'on leur reprochait d'avoir libéré Mme Gbagbo, d'avoir déclaré que Mme Gbagbo n'était pas coupable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les magistrats, c'est-à-dire les magistrats, on devait entourer les magistrats pour diluer leur indépendance. On a décidé d'enlever parce que les magistrats sont moins indépendants que les jurés. Regardez ce qui s'est passé. Ils ne se sont même pas rendus compte que en matière judiciaire, les assises, la présence des jurés, ça représentait ce que le référendum représente pour en matière de vote des lois. Parce que c'est la seule intervention directe du peuple en matière judiciaire, le peuple au nom duquel on donne, le peuple qui se réserve la chose la plus grave, c'est-à-dire la connaissance des crimes, des choses, du jugement des crimes. Le peuple intervenait à ce niveau-là pour ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a préféré enlever les jurés. C'est-à-dire aujourd'hui, la justice, les citoyens n'interviennent en aucun moment. C'est-à-dire le délégant, celui au nom duquel on rend la justice, n'intervient nullement dans la justice. Parce que des jurés se sont montrés courageux, ils ont joué leur rôle, le rôle de la justice, parce que des magistrats ont joué leur jeu. On a affecté tous les magistrats qui étaient dans cette juridiction. Il y a un qui est à Daloa aujourd'hui, qui est mon promotionnaire. Mais je suis fier de lui. Chaque fois que je l'appelle, je lui dis. Chaque fois que je dis, Boaki, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu as fait ce qu'un juge doit faire. On dit c'est les jurés. On n'a pas dit que c'est la décision des juges qui doit publier. On leur reproche pourquoi ils n'ont pas réussi à changer la décision des jurés. On les a affectés tous. Il y a une à Boaké, il y a une, on a envoyé comme substitut à Yopougon. Lui, on a envoyé à la chose. C'est quoi ça? On change les lois pour servir l'exécutif. On change les lois judiciaires et puis les magistrats ne sont jamais consultés. Les magistrats ne disent jamais rien. Les magistrats ne disent rien. On accepte tout. On nous rabaisse. On accepte. Regardez la dernière fois, j'avais pitié. Pendant qu'on annonce qu'on a soudoyé les chefs les généraux et les choses, avec 100 millions, on apprend qu'on a soudoyé. Mais c'est-à-dire les magistrats, c'est une honte. Parce que je doutais jusqu'à ce que j'ai vu un article de Kwasi. On vous a donné 2 millions et puis vous avez accepté. On vous a donné 2 millions, on a donné 100 millions aux autres, on a donné 2 millions. Et vous ne devez même pas accepter, même si c'était 100 millions, à plus forte raison, accepter 2 millions. Et non, que les magistrats ont travaillé, le garde des Sceaux a négocié. J'ai dit non.
Je dis en 2010, quand il y avait les élections, c'était des choses qui étaient prévues, il y avait un paquet qui était prévu, c'était légal, c'était dans les tests. Mais vous, ce n'était pas dans les tests. Ça veut dire qu'on prend 2 millions, on donne à des magistrats, mais c'est de la corruption. Mais c'est de la corruption. Et c'est lui, Alassane Ouattara, qui dit que lui, c'est pas contre la corruption. Est-ce que vous savez que, si vous vous rappelez, quand il est arrivé au pouvoir en 1960, il a voulu radier 5 magistrats. Ils étaient 6 même, il avait ouvert les procédures. Des gens qui n'étaient même pas poursuivis pour corruption. Mais il voulait prendre ça pour aller chercher des crédits, pour dire que lui, c'est pas. Il faut que lui radie des magistrats. Il faut que lui, Alassane, radie des magistrats pour qu'on dise que lui, c'est pas contre la chose. Il avait ces deux, qui avaient Camara Chantal, avec Kone Mamadou, qui étaient dans un scandale avec les enfants Bouni et puis le propriétaire de la société Essensi. Mais il ne les a pas touchés. Ceux-là, il ne faut pas les toucher. Il fallait prendre ceux qui n'étaient innocents. Il fallait prendre des magistrats à qui on ne reprochait pas la corruption. Aller les salir. Aller dire que c'est des... On les poursuit pour... Même ce qui me concerne, il est passé dans les chancelleries pour essayer de se justifier. En disant que nous, on nous a pris pour, je dirais, corruption. Que c'est parce que le Conseil supérieur de la magistrature résiste, protège les magistrats, que lui, Alassane, il s'est senti obligé de prendre des décrets pour radier les magistrats corrompus. C'est ce qu'il allait dire pour justifier ce qu'il a fait dans les chancelleries. Parce que c'est les magistrats à ses yeux, c'est-à-dire que c'est les magistrats qui sont choses. Ce sont les magistrats qui symbolisent les... Il faut salir. Vous savez pourquoi il salit la justice? Moi, je vais expliquer qui est Alassane Ouattara dans une de mes prochaines vidéos. Vous allez voir qui est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui est chose, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir pour, qu'on appelle dans le cadre de la criminalité internationale. Et je vais expliquer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Hein. Je vais sortir mes preuves. Je vais sortir mes preuves. C'est-à-dire les preuves là. C'est-à-dire ce qui est bien avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne cache jamais rien. Vous pensez pourquoi Alassane Ouattara veut rester pour son 3e mandat? Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Je le dis, j'ai des preuves. Je ne dis pas, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Chacun va aller faire sa recherche avec ce que j'ai dit. Parce que il ne cache rien à Alassane Ouattara. Parce qu'il se fout du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que vous pensez de lui, il a décidé que lui, il était votre chef. Il va faire, il ne se cache pas, Alassane. Il fait les choses devant vous. Les juges même ont plus peur des choses. Regardez un peu la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme prend une décision. C'est une juridiction qui prend la décision. Elle condamne l'État, elle ordonne à l'État d'arrêter les poursuites, de lever les mandats. Mais c'est à la justice d'appliquer. La justice représente l'État autant que l'exécutif représente l'État. Ce n'est pas au président de la République de faire appliquer. Ça, c'est un scandale même en vertu de la séparation des pouvoirs que le président intervient. Mais non, c'est pendant ce temps-là même qu'on monte un scénario avec le président de la République pour violer les droits de ces personnes-là, pour les empêcher d'être libérés. On met des frères en prison. Ce qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, les prisons sont devenues des lieux de torture. Les prisons sont devenues des lieux de torture. Est-ce qu'avant, on avait les prisons? C'est vrai, je ne dis pas qu'avant, le monde était beau. Mais il y a des choses qui ne se faisaient pas. Quand vous receviez quelqu'un qui venait de la prison et faisait ses déclarations, vous n'avez pas peur. Vous ne doutiez pas qu'on n'a pas torturé. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir la même certitude qu'on n'a pas torturé à la prison. À la prison, là, il y a un régisseur, le régisseur de la prison, mon héros à moi, parce que c'est pour moi, c'est un des symboles de la résistance ou n'importe quoi du pouvoir en place, qui a dit non à des miliciens, à des personnes encagoulées qui voulaient prendre des choses. Qu'est-ce que lui, on l'a fait? On l'a révoqué. On a voulu l'accuser même d'avoir tenté un coup de quoi. Il y a un autre garde pénitentiaire qui faisait du trafic de drogue au sein qui a tiré sur ses collègues. Celui-là, on ne l'a pas révoqué. Celui-là même, on entendait les poser aux choses. On l'appelait la machine. Il a séquestré un journaliste. Lui là, vous voyez dans quel état on est? Vous voyez dans quel état on est? C'est-à-dire, celui qui a fait son travail, celui qui a été correct, qui a rempli ses obligations, qui a pris ses responsabilités, lui on le révoque. Et puis on veut le mettre en prison pour ça. Maintenant, celui qui doit aller en prison, celui qui n'a plus sa place dans une chose, lui on le protège. Il a le pouvoir de séquestrer des juges, des journalistes. Il a le pouvoir de tirer sur ses collègues.
parce qu'il a des relations avec le pouvoir en place. C'est dans quel pays on est? C'est dans quelle justice on est? Une justice où on vient prendre des prisonniers au sein des choses. On envoie des personnes encagoulées venir prendre des prisonniers sans documents. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir après. C'est-à-dire, on aurait pu les faire disparaître. C'est fini. Si cette personne n'avait pas sauvé la vie, s'il n'avait pas miné et n'avait pas lancé l'alerte, peut-être que ces personnes-là ne seraient plus vivantes. Avant, c'était la police, dans des policiers, les officiers de police dans les excès des ailes, qui arrêtaient des frères pour pouvoir arrêter leurs frères. Mais aujourd'hui, là, c'est les juges, c'est à la justice qu'on prend des frères, parce qu'ils sont seulement des frères, on les met dans la prison, on les distille. Vous pensez que notre pays peut continuer comme ça? Aujourd'hui, là, voici les RHDP, un parti qui est dehors, qui est en train de faire, mais le RHDP n'est pas un parti. Il suffit de prendre la loi sur les partis politiques et les groupements politiques. On se rend compte que le RHDP, ce n'est pas un parti. Faire partie du RHDP est une infraction pénale. C'est-à-dire qu'il t'encourage à rentrer là, il t'invite à venir commettre une infraction pénale. À faire de toi un délinquant, faire partie du RHDP est un délinquant au sens de la loi, ainsi les partis politiques. Mais c'est eux qui ont tous les droits. C'est eux aujourd'hui qui ont le droit de marcher. C'est eux qui ont le droit d'envoyer des gens aller taillader des gens. Vous avez écouté ce que le procureur de la République a dit. On lui demande, mais à Benoît, là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas, non, pas à Benoît. Ah, il paraît qu'Amnesty a chose. Non, Amnesty, c'est pas ce qu'Amnesty dit. Amnesty n'a jamais prétendu être une juridiction. Mais Amnesty donne des pistes. Vous, en tant que procureur de la République, vous avez le devoir. Vous avez lancé des avis de recherche pour des personnes qui ont cassé les bus. Mais pour ces personnes qui sont allées taillader les autres, vous n'avez pas lancé d'avis de recherche. La justice, là, elle appartient au RHDP. Ce n'est plus une justice ivoirienne. Hein. Et les magistrats, vous asseyez, vous regardez. Vous acceptez. Mais c'est parce que vous acceptez. Je dis, les juges, ils ne peuvent rien faire aux juges. Ça, je vous le dis. Ils ne peuvent rien faire aux juges si on agit collectivement. Ils ne peuvent rien faire aux juges. Il suffit que vous réagissez pour que le pays s'en porte mieux. C'est vous qui pouvez sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est à vous de commencer à tonner. Parce que quand vous allez commencer à tonner, le monde entier va nous entendre. Parce que votre voix est forte. Aujourd'hui, moi, on m'écoute à cause de quoi? Aujourd'hui, je suis à 738 personnes qui m'écoutent actuellement. Ça va monter certainement après à 20 000 ou 30 000 personnes qui vont voir mes vidéos, sans compter ceux qui vont en parler. Mais parce que je suis un magistrat. Le peuple a de la considération pour vous. C'est vous-même qui n'avez pas de considération pour vous, finalement. Le peuple a de la considération. Vous êtes des juges. Il faut mériter d'être juge. Il faut mériter de mettre... Vous n'avez pas le droit de mettre les enfants des gens en prison sans raison. Vous n'avez pas le droit de maintenir les enfants des gens sans raison. Vous n'avez pas le droit de faire sortir des criminels et de mettre des personnes honnêtes en prison. Vous n'avez pas le droit de laisser le procureur de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense qu'on appelle geler les avoirs des gens, de telle sorte que les personnes sont en train de mourir après les autres. Des gens contre lesquels on n'a même pas ouvert de procédure. Aujourd'hui, la justice sert à tout ça. Prenez vos responsabilités, nom de Dieu. Prenez vos responsabilités. Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Il faut cesser d'avoir peur. Vous avez bouffé suffisamment l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Cessez d'avoir peur. Prenez vos responsabilités. Parce que si vous criez là, je vous jure que si vous commencez à crier, même les meurtres, les choses qui ont lieu là, ça va s'arrêter. On a besoin, s'il vous plaît, on a besoin de ça. On a besoin que vous sauviez le pays. Parce que c'est vous qui pouvez sauver le pays. Si vous commencez à crier, vous commencez à... Vous avez dit, il s'est levé, il s'est assis. Non, Amnesty n'a pas la voix. Amnesty n'est pas une voix. Mais la justice est la voix la plus autorisée. Je vais m'arrêter ici pour vous dire, je vous invite à prendre vos responsabilités. N'ayez pas peur des anciens. Nous tous, on sait, je fais partie de la maison. Je sais que notre maison est une maison policée. Je sais que notre maison, le respect de la hiérarchie, c'est un corps quasi militarisé sur ce point. Mais il y a des moments dans l'histoire du pays là, où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun soit conscient qu'on est tous responsables de l'avenir du pays. Si aujourd'hui on a plus de 2 millions de salaires pratiques, on a près de 2 millions de salaires, c'est pour qu'on puisse justement sauver le pays
Quand cela se joue. Pas pour qu'on s'asseye et qu'on se contente de prendre l'argent et se dire, et se taire et regarder les choses se passer. Si j'ai froissé quelqu'un, j'assume de vous avoir froissé. Ça, je vous le dis. J'assume de vous avoir froissé. Parce que le pays a besoin de vous. Ceux qui ne voudront plus m'adresser la parole, j'assume que vous ne m'adressez plus la parole. Ceux qui voudront m'empêcher de revenir dans la maison, j'assume que vous m'empêchez de revenir dans la maison. Mais au nom de Dieu, sauvez notre pays, s'il vous plaît. Sauvez notre pays, on en a besoin. Merci et bonne soirée.